Il voulait que je regarde. Il voulait me voir m'effondrer devant tout le monde pendant que les bulles de champagne éclataient et que des inconnus faisaient semblant de ne pas fixer. Mais je ne leur ai pas donné cette satisfaction. Au lieu de cela, j'ai souri, j'ai levé mon propre verre et j'ai mis en marche quelque chose qui allait transformer leur réveillon parfait en un cauchemar qu'ils revivraient en boucle pour le reste de leur jour. Laissez-moi revenir en arrière. 5 jours avant le réveillon de la Saint-Sylvestre, j'ai trouvé un document de transfert de propriété dans la sacoche de mon mari. Marc-André l'avait laissé sur le plan de travail de la cuisine en partant précipitamment pour son jogging matinal. Et j'étais simplement en train de le déplacer pour faire de la place pour mon café. Le dossier a glissé, les papiers se sont éparpillés, et il était là, notre appartement, l'hôtel particulier dans le quartier du Marais à Paris que nous avions rénové ensemble, en cours de transfert vers une SCI dont je n'avais jamais entendu parler. Mes mains sont devenues glacées. Marc-André était associé dans un fonds de capital investissement à la Défense. Il gérait des sociétés écrans et des montages financiers en permanence, mais jamais avec nos biens personnels. Jamais sans m'en parler. J'ai pris des photos de tout avec des doigts tremblants, j'ai remis les papiers en place et j'ai appelé la seule personne qui, je le savais, me dirait la vérité sans l'enrober de sucre. Myriam Ben Ali a répondu à la deuxième sonnerie. Éléonore, il est 7 heures du matin. Ça a intérêt à être important. Il cache des actifs, ai-je dit. J'ai trouvé des documents de transfert. Marc-André transfère notre maison à une société inconnue. La ligne est devenue silencieuse. Myriam et moi avions été colocataires à la Sorbonne il y a 15 ans. Elle avait fait son droit à Assas pendant que je poursuivais mes études en histoire de l'art. Aujourd'hui, elle était associée dans l'un des plus grands cabinets de droit de la famille de la capitale et je gérais des expositions dans une galerie réputée de la rue de Seine. Nous étions restés proches malgré tout, y compris pendant mon mariage avec Marc-André il y a 6 ans. Envoie-moi les photos, a-t-elle dit, d'un ton purement professionnel désormais. Ne l'affronte pas. Ne lui laisse pas deviner que tu sais. Peux-tu venir à mon cabinet aujourd'hui? Je l'ai retrouvé à midi. Son bureau d'angle offrait une vue sur la Seine, les vagues grises de décembre clapotant contre les quais. Elle avait étalé les photos sur son bureau avec plusieurs autres documents qu'elle avait récupérés au cours des 3 heures suivant mon appel. Éléonore, quand as-tu vérifié tes comptes et ton état civil pour la dernière fois? Je ne sais pas, il y a 1 an, pourquoi? Elle a tourné son ordinateur vers moi. Parce que ton mari a déposé une demande de divorce en Estonie il y a 2 mois. La pièce a semblé basculer. C'est impossible. Je n'ai jamais rien signé. Je n'étais même pas au courant. Il a imité ta signature. La voix de Myriam était douce mais ferme. J'ai récupéré le dossier. La signature ne correspond pas à ton écriture. J'ai déjà envoyé le document à une experte en graphologie avec qui je travaille. Elle pourra nous donner une analyse préliminaire d'ici demain. J'ai fixé l'écran. Il y avait mon nom, ma prétendue signature, acceptant de dissoudre un mariage que je pensais solide. Nous avions eu des problèmes, certes. Marc-André travaillait énormément. Nous nous étions éloignés, mais un divorce sans même m'en parler? Il y a plus, a ajouté Myriam. La SCI appartient à une certaine Valentine Monnier. Ce nom te dit quelque chose? C'était le cas. Valentine était une analyste de 26 ans dans le cabinet de Marc-André. Elle avait rejoint la boîte il y a 2 ans, fraîchement diplômée de HEC. Je l'avais rencontrée lors d'événements d'entreprise. Elle était ambitieuse, vive, toujours tirée à 4 épingles. Marc-André avait mentionné son nom quelques fois, toujours dans un contexte professionnel. Oh mon Dieu, ai-je chuchoté. Myriam a hoché la tête. Je suis désolé, mais voici ce que nous allons faire. Tu vas agir normalement, tout à fait normalement. Tu as dit que Marc-André organisait ce dîner du réveillon au restaurant Le Perchoir. Il a invité 8 autres couples, des amis et des clients. Ce rooftop était l'endroit préféré de Marc-André. Tout en baie vitrée avec une vue sur la tour Eiffel qui coûtait 400 € par personne. Parfait. Tu vas y aller. Tu vas sourire et jouer l'épouse idéale. Et je serai là aussi, à une autre table avec mon mari. Tu ne me feras pas signe. Quand minuit sonnera, quoi qu'il arrive, tu vas enregistrer. Tout. Pourquoi? Parce que s'il est assez audacieux pour falsifier des papiers de divorce, il est assez stupide pour faire une erreur en public.
Et quand il le fera, nous l'enterrons avec. Les 3 jours suivants furent les plus étranges de ma vie. Je me déplaçais dans notre appartement comme un fantôme, regardant Marc-André se préparer pour sa course, m'embrasser sur la joue avant de partir au bureau, me demander comment s'était passée ma journée au dîner. Il était si normal, si convaincant. Depuis combien de temps s'exerçait-il à cette performance? Le 29 décembre, l'experte de Myriam a confirmé ce que nous savions déjà. La signature était une contrefaçon, elle engagerait sa réputation professionnelle devant un tribunal. Le 30 décembre, j'ai fouillé ma boîte à bijoux et j'ai découvert que le bracelet en saphir de ma mère avait disparu. Ma mère était morte quand j'avais 16 ans. Ce bracelet était le seul bijou d'elle que j'avais gardé, une délicate chaîne en platine avec de petits saphirs qui accrochaient la lumière comme des larmes. Elle m'avait fait promettre de le donner à ma fille un jour. Je n'avais pas de fille. Et maintenant, je n'avais plus le bracelet non plus. J'ai appelé Myriam, essayant de garder une voix stable. Il a pris le bracelet de ma mère. Tu en es sûr? Je le garde dans un coffret spécifique. Il n'est plus là. Myriam, il lui a donné, n'est-ce pas? Probablement. On l'ajoute à la liste. C'est un vol de biens matrimoniaux au minimum. Le réveillon est arrivé, froid et clair. J'ai passé l'après-midi à la galerie, fixant un tableau sans vraiment le voir. Mon assistante m'a demandé si j'allais bien. Je lui ai dit que j'étais juste fatigué. À 18h, je suis rentré me préparer. J'ai choisi une robe bleu nuit, simple et élégante. Mon père l'aurait appelée mon armure. Il avait été ébéniste, un homme pragmatique qui m'avait élevé seul après le décès de ma mère. Il m'avait appris que parfois, il fallait être de l'acier enrobé de soie. Il était décédé il y a 3 mois. Une crise cardiaque, soudaine et brutale. Marc-André m'avait soutenu pendant les funérailles, me tenant la main, s'occupant des arrangements. Planifiait-il déjà tout cela à ce moment-là? Comptait-il les jours jusqu'à ce que je sois vraiment seul? Marc-André est rentré à 19h, déjà en smoking après une réunion client. « Tu es magnifique », a-t-il dit en m'embrassant la tempe. « Prête pour ce soir ?»« Prête », ai-je répondu avec un sourire. Le perchoir était tout ce que Marc-André aimait. Exclusif, coûteux, impressionnant. Nous sommes arrivés à 20h. Les autres couples étaient déjà là, regroupés autour du bar avec des cocktails, la ville scintillant sous nos pieds à travers les vitres. Je reconnaissais la plupart d'entre eux, des amis d'école de commerce et des clients qui avaient fait fortune dans la tech. J'ai fait la conversation. J'ai ri aux plaisanteries. J'ai complimenté les robes et posé des questions sur les vacances. Mon téléphone était dans ma pochette, l'application d'enregistrement déjà activée. À 20h30, nous nous sommes assis pour dîner. C'est là que je l'ai vue. Valentine Monnier est entrée, portant une robe rouge qui coûtait probablement plus que mon salaire mensuel. Ses cheveux étaient relevés, son maquillage impeccable, et à son poignet, captant la lumière des lustres, se trouvait le bracelet en saphir de ma mère. J'ai arrêté de respirer. Marc-André s'est levé, souriant, et a tiré la chaise à côté de lui. Pas à côté de moi. À côté de lui. Valentine s'est assise comme si c'était sa place, comme si c'était parfaitement naturel. Tout le monde, a dit Marc-André, sa main posée sur l'épaule de Valentine. Je ne pense pas que vous ayez tous rencontré Valentine. Elle a été absolument déterminante dans notre dernière fusion. Une analyste brillante. Il y eut des applaudissements polis, des regards confus vers moi. J'ai gardé mon sourire figé. Le dîner comptait 7 plats. Je n'en ai goûté aucun. J'ai regardé Valentine rire aux histoires de Marc-André. J'ai regardé sa main effleurer son bras. J'ai regardé mon bracelet briller chaque fois qu'elle levait son verre de vin. À 23h30, le restaurant a tamisé les lumières pour le décompte. Le champagne est apparu sur toutes les tables. Marc-André s'est levé et a tapoté son verre juste avant minuit. Je voudrais dire quelques mots, a-t-il annoncé. Le restaurant s'est tu. Cette année a été transformative pour moi. J'ai beaucoup appris sur moi-même, sur ce que je veux vraiment, sur l'importance d'être honnête au lieu de se cacher derrière le confort et la routine. Mon cœur battait la chamade. J'ai sorti mon téléphone, prétendant vérifier un message, et je l'ai positionné de façon à ce que la caméra ait une vue dégagée sur Marc-André. Alors,
alors que nous entrons dans cette nouvelle année, je fais un changement. Je prends un nouveau départ. Il s'est penché et a pris la main de Valentine. Valentine et moi sommes fiancés. Des murmures de surprise ont parcouru la salle. Plusieurs personnes m'ont regardé. Valentine rayonnait, brandissant sa main gauche pour montrer un diamant d'une taille indécente. Marc-André m'a alors regardé, son expression frisant la pitié. Éléonore, je sais que c'est délicat, mais tu savais que cela arrivait. Tu as signé les papiers en novembre, tu te souviens? Nous sommes divorcés depuis 6 semaines. Il est temps de tourner la page. Le silence était assourdissant. Tout le monde me fixait maintenant, attendant que je pleure, que je hurle, que je fasse une scène. J'ai souri. Ah bon? Marc-André a scié. Quoi? J'ai signé des papiers. Es-tu bien sûr de cela? Son assurance a vacillé. Éléonore, ne sois pas mélodramatique. Tu sais que tu l'as fait. Mon avocat te les a envoyés. Tu les as signés et renvoyés. Je me suis levé lentement, posant ma serviette. Ton avocat a envoyé des papiers. Quelqu'un les a signés et renvoyés. Mais Marc-André, es-tu absolument certain que ce quelqu'un, c'était moi? De quoi parles-tu? Mais il y avait de l'incertitude dans sa voix désormais. J'ai lancé l'enregistrement que j'avais fait plus tôt avec l'experte en graphologie de Myriam et j'ai appuyé sur lecture. La voix de la femme a rempli le silence soudain, professionnel et clair. D'après mon analyse de la signature sur les documents de divorce déposés en Estonie, comparée aux spécimens authentifiés de l'écriture d'Éléonore, mon opinion professionnelle est que la signature n'est pas de la main d'Éléonore. Les points de pression sont erronés, la formation des lettres est incohérente et il y a de multiples indicateurs de simulation. Il s'agit d'une falsification. J'ai arrêté l'enregistrement. Alors non, Marc-André. Je n'ai pas signé tes papiers, ce qui signifie que nous ne sommes pas divorcés, ce qui signifie que tu viens d'annoncer tes fiançailles avec ta maîtresse alors que tu es toujours marié avec moi. Devant 16 témoins. Le visage de Marc-André s'est vidé de son sang. Le sourire de Valentine s'était figé en une grimace horrible. C'est impossible, a dit Marc-André. Tu mens. C'est une sorte de fraude. J'ai terminé. Oui, c'en est une. Falsifier la signature de quelqu'un sur des documents légaux est une fraude. Un délit pénal, en fait. Un mouvement a attiré mon regard. Myriam se levait de sa table 3 rangs plus loin. Elle s'est avancée vers nous. Et je ne l'ai jamais autant aimée qu'à cet instant. Marc-André, a-t-elle dit, sa voix portant à travers le restaurant silencieux. Je suis Myriam Ben Ali, avocate à la cour. Je suis ici pour vous signifier plusieurs documents. Premièrement, une ordonnance restrictive vous empêchant d'accéder à ou de transférer tout actif matrimonial. Deuxièmement, un avis d'ouverture d'une enquête pour fraude par le procureur de la République. Troisièmement, la notification que votre employeur a été informé de l'enquête criminelle et mènera son propre audit interne. Elle lui a tendu une pile de papier. Ses mains tremblaient. Puis Myriam s'est tournée vers Valentine. Mademoiselle Monnier, je dois vous informer que vous portez actuellement un objet volé. Ce bracelet appartient à ma cliente et a été retiré du domicile conjugal sans son consentement. La main de Valentine a volé à son poignet. C'est Marc-André qui me l'a donné. C'est un cadeau. Je n'ai rien volé. Marc-André n'avait pas le droit de le donner, ai-je dit, la voix ferme. Ce bracelet était celui de ma mère. C'est la seule chose qui me reste d'elle, et tu le portes comme un accessoire de fête. Je ne l'enlèverai pas, a dit Valentine, mais sa voix tremblait. Myriam a sorti son téléphone. Dans ce cas, je vais devoir appeler la police pour signaler un vol de bijoux d'une valeur supérieure à 10 000 euros. Ils pourront régler cela au commissariat. 10 000? Les yeux de Valentine se sont agrandis. Marc-André m'a dit que c'était de la pacotille. Les saphirs sont birmans, ai-je précisé, le platine est ancien. Ma mère l'a acheté en 1985 pour une petite fortune. Sa valeur actuelle est de 12 000 euros. Donc oui, c'est un vol qualifié si vous refusez de le rendre. Les doigts de Valentine se sont précipités sur le fermoir. Le bracelet est tombé sur la table avec un petit tintement. Elle pleurait maintenant, le mascara coulant sur ses joues. Myriam a ramassé le bracelet et me l'a tendu.
Son poids dans ma paume m'a piqué les yeux, mais j'ai refoulé mes larmes. Le décompte vers minuit a commencé dans la rue. 10, 9, 8. Autour de nous, le restaurant était figé. Tout le monde regardait notre table au lieu de l'écran. 3, 2, 1. Bonne année, ai-je dit à Marc-André. Son visage était livide. Éléonore, s'il te plaît. On peut en parler. J'ai fait une erreur. J'étais confus. On peut arranger ça. Tu as raison, ai-je dit. Nous allons arranger ça avec des avocats et des juges et un divorce très médiatisé où tout le monde apprendra exactement quel genre d'homme tu es. Je me suis tourné pour partir. Myriam m'a emboîté le pas. Derrière nous, j'entendais Valentine sangloter. J'entendais quelqu'un demander à Marc-André ce qui lui était passé par la tête. J'entendais les chuchotements commencer, les commérages qui feraient le tour du tout Paris dès le lendemain matin. Myriam m'a ramené chez moi, non pas dans l'appartement du Marais, mais dans l'ancienne maison de mon père à Vincennes. J'en avais hérité à sa mort mais je n'avais pas eu le courage de la vendre. Maintenant, j'en étais reconnaissante. Nous nous sommes assises dans la cuisine où mon père faisait des crêpes le dimanche matin. Myriam a fait du thé. J'ai serré le bracelet de ma mère et j'ai essayé de réaliser ce qui venait de se passer. Son cabinet va le licencier, a dit Myriam. L'enquête pour fraude plus ce désastre public, il est fini. Tant mieux. Valentine pourrait aussi faire face à des poursuites. Elle a recelé un objet volé et l'a aidé à cacher des actifs. Au minimum, elle perdra son emploi. Tant mieux aussi. Myriam m'a étudié. Est-ce que tu vas bien? Non, ai-je dit honnêtement. Mais j'irai bien. Les 6 mois suivants furent brutaux. Marc-André a tout essayé, les supplications, les menaces, les offres d'accord à l'amiable. Son avocat était cher. La mienne était meilleure. Myriam m'a mise en contact avec un spécialiste du divorce qui n'avait aucune tolérance pour la fraude. L'experte en graphologie a témoigné. Les faux papiers ont été annulés. Le divorce à l'étranger a été déclaré nul. Nous avons recommencé à zéro en France, là où j'avais l'avantage du terrain. Le cabinet de Marc-André l'a effectivement licencié. L'enquête pour fraude a trouvé suffisamment d'irrégularités pour recommander des poursuites. Bien que le procureur ait finalement accepté un accord avec sursis et dommages-intérêts, sa réputation dans les milieux financiers parisiens était anéantie. Valentine a perdu son emploi elle aussi. Aux dernières nouvelles, elle est retournée vivre chez ses parents en province, occupant un poste dans une petite agence locale. Le divorce a été finalisé en juin. J'ai gardé l'appartement, la moitié de ses placements et une prestation compensatoire qui reflétait 6 ans de mariage plus sa tentative de fraude. Mon avocate s'est assurée que tout le monde sache pourquoi nous demandions plus que le partage standard. Mais gagner n'a pas eu le goût que je pensais. Mon père était mort 3 semaines avant que je ne trouve ses papiers de transfert. J'avais été tellement consumé par le chagrin que j'avais raté les signes de la liaison de Marc-André. J'avais raté des mois de mensonges. Et pendant la bataille du divorce, alors que j'aurais dû faire le deuil de mon père, je me noyais dans les rendez-vous d'avocats et la dissolution publique de mon mariage. Je n'ai jamais pu le pleurer correctement. Marc-André a envoyé un courriel en juillet. Il disait comprendre pourquoi je l'avais exposé publiquement. Il disait accepter les conséquences. Il disait qu'il m'aimait toujours, ce qui était la chose la plus insultante de toutes. Je l'ai supprimé sans répondre. En août, je suis retourné à la galerie à plein temps. Je me suis jeté dans le travail, organisant une exposition intitulée « Après minuit », présentant des artistes qui avaient créé leurs meilleures œuvres après un traumatisme ou une perte. Elle a ouvert en septembre avec d'excellentes critiques. J'ai repris contact avec des amis que j'avais négligés pendant mon mariage. J'ai commencé une thérapie. J'ai adopté un chat nommé Rothko qui renverse mon café chaque matin et dort sur mes pieds chaque nuit. Je porte le bracelet de ma mère lors des vernissages et des réunions importantes. Parfois, les gens m'interrogent à son sujet. Je leur réponds que c'est l'héritage de quelqu'un qui m'a appris que les belles choses doivent être protégées farouchement. Pour le réveillon de la Saint-Sylvestre, presque 1 an après ce dîner au perchoir, Myriam m'a invité à une célébration tranquille chez elle. Juste elle, son mari et quelques amis proches. Nous avons fait des jeux de société et mangé trop de fromage, et nous avons compté les secondes jusqu'à minuit avec du cidre plutôt que du champagne.
À 23h50, Myriam m'a prise à part. « Comment vas-tu vraiment » a-t-elle demandé. J'y ai réfléchi. À cet appartement qui était vraiment à moi désormais. À la carrière que j'avais reconstruite. Aux séances de thérapie où je commençais enfin à surmonter la mort de mon père. À la façon dont j'avais appris à refaire confiance, lentement et prudemment. Je vais bien, ai-je dit. Pas encore totalement guéri, pas encore passé à autre chose. Mais je vais bien. C'est suffisant. Myriam a dit que c'était bien plus que suffisant. À minuit, nous nous sommes embrassés et avons fait des vœux pour la nouvelle année. J'ai souhaité la paix, l'art, et le genre d'amour qui ne nécessite ni performance ni mensonge. Je pense à Marc-André parfois, je me demande s'il a jamais compris ce qu'il avait vraiment perdu. Pas l'argent, ni le travail, ni le statut social, même si ces choses comptaient pour lui. Mais moi, la personne qu'il avait aimée sincèrement avant qu'il ne décide que la sincérité ne suffisait pas. Je pense à Valentine aussi. Si elle a appris quelque chose en voyant son plan parfait s'effondrer, si elle a jamais reporté des saphirs sans penser à la femme qu'elle avait essayé de remplacer. Mais surtout, je pense à moi. À la version de moi qui s'était assise à ce dîner de réveillon et avait souri malgré son humiliation. Qui avait enregistré le moment de sa trahison publique non pas parce qu'elle voulait se venger, mais parce qu'elle voulait la justice. J'avais gagné tout ce qu'un tribunal pouvait m'accorder. Mais la vraie victoire n'était pas la maison, ni l'argent, ni même la satisfaction de voir Marc-André faire face aux conséquences. La vraie victoire était celle-ci, j'ai survécu. J'ai reconstruit. J'ai appris que j'étais assez forte pour être de l'acier enrobé de soie, exactement comme mon père me l'avait appris. Et quand minuit a sonné et qu'une autre année a commencé, je me tenais debout dans une pièce pleine de gens qui m'aimaient vraiment, un verre de cidre à la main, portant le bracelet de ma mère, et commençant enfin, à me sentir entière à nouveau. Cela valait bien plus que n'importe quelle vengeance.